Bonjour, je m'appelle Myriam Talbot, je suis nutritionniste de formation et récemment doctorante graduée de l'Université McGill. Bienvenue dans un nouvel épisode de Santé sans détour. Aujourd'hui, moi et ma collègue Anne plongeons dans le monde du diabète de type 1 avec nos invités Monsieur Sanson et la Dr Brazo. Nous allons commencer par définir ce que c'est le diabète de type 1, surtout parler de ce qu'on est de sa gestion et la place de la technologie dans celle-ci. Nous avons surtout discuté sur comment ces avancées technologiques transforment la gestion du diabète et la prise en charge du diabète de type 1, ainsi que les défis quotidiens et les solutions potentielles pour ceux qui vivent avec cette condition. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Puis j'aimerais prendre cette opportunité pour dire aussi bonjour et bienvenue à nos invités. Donc, Monsieur Gaétan et Prof. Anne-Sophie Brazo. Donc, on va commencer par des introductions. Donc, Monsieur Gaétan, si vous voulez nous dire un petit peu sur vous. Bonjour, mon nom est Gaétan Sanson. Je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 20 ans. Ça fait maintenant 46 ans. Et je suis sur pompe à insuline depuis 2011. D'abord, une pompe à insuline sans le mode en boucle fermée ou le mode hybride. Et depuis 2019, j'utilise une pompe en boucle fermée ou hybride. Là, je ne sais pas quelle appellation convient le mieux, là. J'ai d'abord utilisé la Medtronic pendant 4 ans et maintenant, je suis avec la pompe Tandem. J'ai quelques questions à poser à Sophie Brazo, au docteur Sophie Brazo, concernant la couverture des pompes à insuline et les pancréas artificiels. Enfin, quelques questions qui m'intéressent au sujet du diabète. Je suis également impliqué auprès de Diavi, qui est un organisme de la région Québec et Chaudière-Appalaches principalement, qui offre des services aux diabétiques, tant de type 1 que de type 2. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ça va faire une très belle discussion, je le sens. Anne-Sophie, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Brazo, je suis diététiste de formation, je suis professeure à l'Université McGill à l'École de nutrition humaine et chercheur en diabète depuis quand? Depuis 20 ans à peu près que je fais de la recherche sur le diabète maintenant. Ça a été un intérêt qui est parti en fait de ma pratique clinique. J'ai débuté ma carrière comme diététiste clinicienne dans un centre hospitalier. Je voyais beaucoup la clientèle qui vivait avec le diabète et j'ai voulu me spécialiser. Et je suis restée dans le monde de la recherche depuis et principalement dans le diabète de type 1. Donc, on a deux personnes là, qui vont nous parler de diabète de type 1. Peut-être on peut commencer juste par nous expliquer un petit peu c'est quoi le diabète de type 1. On peut commencer avec Gaétan pour nous raconter pour vous c'est quoi le diabète de type 1, peut-être un petit peu de votre expérience. Puis après ça va être Anne-Sophie qui va nous parler du contexte de recherche et clinique du diabète de type 1. Oui, bon, le diabète de type 1, c'est une maladie qui oblige à donner de l'insuline parce que le pancréas ne fournit plus d'insuline. Bon, je ne suis pas médecin, là, mais c'est ce que j'ai bien compris, là. Et donc, il faut toujours donner de l'insuline en fonction de trois paramètres principaux qu'on doit prendre en compte dans la dose d'insuline, dans le calcul de la dose d'insuline qu'on se donne. La première, c'est les glucides qu'on ingère. Donc, à chaque repas, on ingère une quantité de glucides, je dirais, variant autour de 60-70 grammes par repas. Donc, il y a l'activité physique qui a une grosse incidence sur la quantité d'insuline à se donner. Et finalement, le stress, qui est très difficile à mesurer, mais qui a quand même une grosse incidence. Donc, plus on est stressé, plus ça fait monter la glycémie. Et le but du contrôle de la glycémie, c'est vraiment de mieux vivre parce que quand on est en hyper ou en hypoglycémie, on ressent des symptômes surtout en hypoglycémie, qui peuvent être difficiles. On peut perdre connaissance, même ça peut aller jusque-là. Et en hyper, c'est des sentiments de fatigue beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup relié. Je confonds quelquefois
les symptômes d'hyper avec de la fatigue normale. Alors, c'est important de bien contrôler ça. Et le but, c'est d'éviter les effets secondaires à long terme. C'est insidieux parce que il faut bien contrôler maintenant pour éviter quelque chose qui peut se passer dans 20 ans. Bon, pour moi, c'est plus dans 20 ans. Là, je suis prêt là, des effets secondaires et j'espère ne jamais en avoir. Alors, pendant toute ma vie de diabétique, j'ai essayé de toujours avoir le meilleur contrôle possible. Maintenant, j'utilise la pompe à insuline et c'est vraiment, ça donne vraiment un contrôle beaucoup mieux que tout, en boucle fermée, là, la pompe à insuline donne vraiment une assistance excellente aux diabétiques. Donc, on est plus près des valeurs. Ça va baisser l'hémoglobine glyquée de, je dirais pas, dans mon cas, de 7,9, c'était probablement le meilleur score que j'avais eu avant d'avoir une pompe en boucle fermée à 7,1. Ce qui n'est pas énorme, mais on m'a toujours dit qu'il fallait être en bas de 7. J'ai jamais réussi de toute ma carrière de diabétique à avoir une hémoglobine glyquée en bas de 7. Et par contre, le temps dans la zone, donc le temps qu'on passe dans la plage acceptable, j'arrive à maintenir là, entre 80 et 90% à l'intérieur de la zone. Ça, on m'a dit que c'était un très bon indicateur également. Donc, voilà. Maladie pas nécessairement évidente. Je pense que vous avez fait un bon résumé, puis vous avez tout à fait raison. Le diabète de type 1, c'est que le pancréas n'arrive plus à produire de l'insuline. Les cellules qui produisaient le pancréas ont été détruites. Donc, le diabète de type 1, c'est ce diabète-là, puis vous l'avez dit, il faut s'injecter de l'insuline, puis il faut prendre plein de paramètres en considération pour savoir combien d'insuline s'injecter. C'est vrai que c'est un défi, puis je pense que vous en avez parlé, là, c'est définitivement un défi de vivre avec cette maladie-là. Puis les injections, ça peut être avec des stylos injecteurs, mais ça peut être aussi avec des pompes à insuline. La technologie évolue. Puis on a souvent dit le diabète de type 1, c'est le diabète des enfants, mais c'est loin d'être le diabète des enfants. Oui, ça a été une maladie qui a été, parmi les enfants, c'est une maladie chronique très prévalente, mais il y a aussi tous ces enfants qui deviennent des adultes et il y a aussi tous ces adultes qui sont diagnostiqués aussi à l'âge adulte avec le diabète de type 1. C'est qu'il y a souvent une vie avant puis une vie après parce que c'est pas non plus un diabète qu'on naît avec, c'est un diabète qui se développe. À un certain moment dans la vie. Donc, il y a souvent, vous l'avez dit, là, vous n'êtes pas né avec le diabète de type 1. C'est qu'il y a eu un avant, après ça, il y a eu un après, puis il y a eu un après qui a dit hey, il faut que je sois très au courant de qu'est-ce qui se passe dans mon corps parce qu'on m'a bien avisé que si je laisse aller, ben, il va y avoir des conséquences, puis je peux les ressentir immédiatement ou c'est des conséquences qui vont arriver plus tard. Donc, c'est une maladie avec un lourd fardeau pour la personne qui vit avec. Mais je trouve que vous représentez un réel optimisme pour tous les gens qui auraient cette maladie-là. Donc, je trouve ça, je suis vraiment contente de vous rencontrer et qu'on puisse avoir une discussion aujourd'hui. En fait, Gaëtan, vous nous avez parlé un petit peu des pompes à insuline. Puis en regardant la salle aujourd'hui, je sais que c'est un sujet de passion pour plusieurs de nous. Donc, peut-être on peut commencer juste par, en fait, par expliquer c'est quoi une pompe à insuline. Puis après ça, Gaëtan, vous pouvez demander vos questions à Anne-Sophie à propos de ça. D'accord. Mais en fait, c'est comme je disais, il y a différentes façons d'injecter l'insuline. Donc, la méthode plus traditionnelle, c'est des injections d'insuline via un stylo. Et donc, ça veut dire à 4 moments peut-être dans la journée, on injecte une dose d'insuline qui agit pour un certain temps. La pompe à insuline, c'est différent. C'est un dispositif qui est sur qui est sur la peau, mais en fait, qui va à l'intérieur du corps et ça permet de diviser ces injections d'insuline-là tout au long de la journée pour permettre une modulation de la quantité d'insuline, la vitesse qu'on la met finalement dans le corps en fonction des différentes périodes de la journée. Donc, le stylo, c'est
4 fois par jour. La pompe, elle est connectée tout le temps et donc elle donne de l'insuline tout le temps. À petite dose, un peu tout le temps dans la journée. Quand c'est les repas, on dit à la pompe, je suis en train de manger. Donc, idéalement, on va calculer les glucides pour avoir estimé la grosseur du repas pour être capable de vraiment donner une dose d'insuline la plus proche possible des réels besoins. Donc, la pompe, elle permet de moduler davantage l'insuline qu'on s'injecte dans une journée. Si on fait de l'activité physique, nos besoins d'insuline sont souvent moindres. On peut se permettre de dire à la pompe, OK, je m'en vais faire de l'activité physique, je vais arrêter ou je vais diminuer ma dose d'insuline qui va être donnée dans les prochaines minutes, prochaines heures pour essayer justement de s'ajuster un peu plus au cours de la journée. Donc, comme je disais, au lieu de se piquer 4 fois par jour, on insère notre cathéter, on le change aux 3 jours, mais on doit avoir un dispositif collé sur soi en tout temps. Est-ce que ça résume assez bien, Gaëtan? Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, oui, c'est très bon. D'ailleurs, voici une pompe à insuline, celle que j'utilise. Bon, si je l'allume, vous allez voir, elle donne des graphiques, elle donne en fait la glycémie actuellement qui, je suis à 11,6, si vous pouvez voir. Là. Il y a peut-être un Alors, petit stress de jaser avec moi ce matin. ouais, je pense, Anne-Sophie, c'est totalement de votre faute. Donc, Mais c'est ça, parce que ça, il y c'est a une pompe qui est connectée à un autre dispositif qui serait un lecteur de glycémie en continu. Donc, une pompe n'aurait pas nécessairement la glycémie de la personne, mais si on connecte les deux technologies ensemble, toute l'information se retrouve sur la pompe. Puis ce qu'on voyait, on voyait la tubulure. Donc, on voit vraiment le petit tuyau relié entre la pompe qui est connectée à Gaëtan, qui c'est par là que l'insuline passe. Il y a d'autres pompes qui sont comme des patchs qui seraient collés puis il n'y aurait pas de tubulure. Donc, c'est les deux principaux types de pompes disponibles. Exactement. Et la pompe en boucle fermée, c'est celle que j'utilise depuis 2019, a vraiment de très grandes vertus pour un diabétique. C'est-à-dire que, on voit sur la pompe, avec un seul écran, on peut contrôler l'injection d'insuline, mais voir également le résultat de la glycémie en temps réel. Là. Enfin, il y a un décalage d'environ 15 minutes entre la glycémie capillaire qu'on prend au bout du doigt et celle indiquée sur le capteur parce que les capteurs de glycémie, c'est dans le liquide interstitiel plutôt que dans le sang. Mais c'est un détail, là, ça n'affecte pas vraiment. Quelquefois, ça peut expliquer des décalages dans la prise de glucides pour corriger une hypoglycémie et le temps que ça prend pour revenir parce qu'il y a comme un 15 minutes de décalage. Mais c'est vraiment mineur, ça, par rapport aux bienfaits de la pompe à insuline en boucle fermée. Et je dirais que oui, l'injection en continu est excellente. Puis la pompe, il y a un algorithme dans la pompe qui, c'est comme là actuellement, je suis en haut de 11, la pompe va probablement m'injecter après 1 heure au-dessus de 11, donc va m'injecter automatiquement une dose d'insuline pour ramener ma glycémie au bon niveau. Probablement ce matin que c'est vraiment dû au stress de la présente rencontre. C'est dur à évaluer, le stress, on C'est n'arrive dur pas à à évaluer, puis le stress, c'est un des facteurs qu'on ne sait jamais exactement comment le quantifier. Puis le stress peut être tellement variable. Puis on s'habitue à certains stress, à d'autres non. Donc, ça demande, souvent, c'est d'être un peu plus réactif. C'est difficile d'être proactif avec le stress. C'est dur d'anticiper notre stress. Fait qu'il n'y a pas encore de bonnes solutions, mais le système que vous avez est un outil justement pour pallier à cet élément un peu incertain qui va avoir un impact sur nos glycémies. Donc, je pense que c'est un des avantages, en fait, de ce système-là, de la pompe à insuline qui s'ajuste en fonction des glycémies. Donc, on appelle ça, c'est un système hybride, en fait, parce que c'est pas complètement fermé. Vous donnez quand même un peu d'indication à votre pompe, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, je pense que, je ne sais pas pour vous, mais probablement que ça a réduit de beaucoup votre charge mentale par rapport aux ajustements que vous aviez à faire avec votre pompe et aux réflexions que vous deviez avoir constamment à propos de votre glycémie. Là. Oui, absolument. Et un autre avantage, parce que là, on a parlé des corrections que peut donner la pompe, mais la pompe coupe
en même temps de l'injection d'insuline lorsque c'est le phénomène inverse, lorsqu'on se retrouve en hypoglycémie et qu'elle t'avise lorsque un signal sonore, bon, le capteur de glycémie le fait également. Lorsque tu vas tomber en bas de 3,9 ou 4 selon le type de capteur. Donc, elle t'envoie un signal sonore pour que tu puisses prendre des glucides pour éviter de tomber trop bas. Donc, ça, c'est bon, mais la pompe, en plus, va couper l'insuline. Donc, c'est un autre bienfait. Quand tu coupes l'insuline, ben, ça peut éviter de franchir le cap du seuil minimum, je dirais, souhaitable. Donc, c'est la sécurité, en fait, d'avoir Oui. ce système-là. C'est Oui. probablement rassurant dans différents moments, mais aussi quand on fait des activités, juste conduire la voiture ou on sait qu'on Oui. n'aura pas nécessairement facilement la capacité de regarder notre glycémie ou de manger ou j'imagine que ça doit être rassurant, en fait, d'avoir un système comme celui-là. Absolument, absolument. Et je vais vous dire, la nuit. La nuit, j'ai réalisé après avoir débuté la thérapie avec pompe hybride, là, comme vous dites, que je dormais mieux la nuit. Oui. Comprenez-vous? Avec des les pompes précédentes qui n'étaient pas en mode hybride, elles m'envoyaient le signal sonore. Donc, je me réveillais la nuit pour devoir manger lorsque j'étais en hypo. Et je vais vous dire, si tu fais beaucoup d'activité physique, moi, je suis assez actif. Donc, souvent, il y a comme des rebonds aussi dus à l'activité physique. Bon, j'arrêterai pas de faire d'activité physique pour améliorer mon contrôle, là. C'est sûr que non. Alors, je vis avec ces rebonds-là. Donc, la pompe permet de mieux gérer ça. Donc, avant ça, je dormais, je dirais, d'une seule oreille ou d'un seul œil, ou tu es toujours soucieux de qu'est-ce qui peut arriver. Et si la nuit est pas bonne, la journée est pas bonne. Ben, exactement. Alors, j'ai commencé à avoir des nuits complètes de sommeil avec la pompe hybride. Et je vous dirais, je suis pas le seul. Ma femme m'a fait exactement le même commentaire. Je savais pas que j'imposais à mon épouse ce stress-là Oui. la nuit. Elle m'a dit, maintenant, je dors sur mes deux oreilles. J'ai aucun problème à dormir la nuit. Et on peut Alors, c'est imaginer vraiment... que les parents d'enfants aussi nous diraient la même chose. Si on avait des parents d'enfants avec nous ici, ça a un impact pas juste sur la personne, mais sur l'entourage de la personne aussi. Oui, définitivement. Puis la nuit, c'est un moment où on se rend plus ou moins compte de ce qui se passe. On sait qu'il y a plusieurs hypoglycémies qui étaient non détectées durant la nuit, puis une hypoglycémie. Après ça, ben, si on en fait une, on est plus à risque d'en faire une deuxième. Donc, c'est mieux dormir, moins faire d'hypoglycémie la nuit. Ça aide au quotidien à une meilleure gestion du diabète. Ça a un effet immédiat, mais ça a un effet sur le futur aussi, là. Oui, exactement, exactement. En fait, pour les effets à long terme, moi, c'est beaucoup ça qui me préoccupe. Et bon, les deux facteurs, on parlait de l'hémoglobine glyquée, que avec une prise de sang, tu peux connaître ton hémoglobine glyquée. C'est comme, ça donne je dirais, l'intégration de tous tes résultats sur les 3 derniers mois, mais également le temps dans la plage souhaitable. Je pense dans ma pompe, c'est entre 4 et 10 ou quelque chose, là, C'est comme souvent le ça. paramètre qu'on met, ouais, entre 4 et 10. Oui. Donc, quand tu as un bon pourcentage dans la plage souhaitable, on me dit qu'à 90 normalement, tu évites tous les effets secondaires Oui, parce que ça ou nous les dit effets à aussi long qu'il terme. y a beaucoup moins de périodes très hautes, beaucoup moins de Ouais. périodes en hypoglycémie aussi. Donc, une plage dans la cible. Parce que les grandes études ont montré qu'un meilleur, si on veut, contrôle glycémique, une meilleure valeur de glycémie plus proche de la normale était associée à moins de développement de complications du diabète. Et donc, tous les outils qu'on peut mettre pour faciliter ce contrôle-là, sans non plus avoir un trop gros fardeau sur la personne, parce qu'on peut aussi mettre énormément de pression sur la personne en disant il faut que tu sois à ce chiffre-là, puis il faut que tu comprennes qu'il y a énormément de facteurs qui font jouer la glycémie. Bien, tout ce qu'on peut amener comme technologie pour réduire cette charge mentale-là
a aussi un bénéfice sur la qualité de vie. Tu sais, je pense qu'on regarde beaucoup le chiffre glycémique, mais il faut regarder tout autour aussi. Moi, j'y vois énormément de bénéfices de la technologie pour les gens qui vivent avec le diabète de type 1. Puis je dirais que c'est ce que j'entends aussi quand je parle avec les différents patients partenaires dans nos études. Et on est heureux que cette technologie-là se développe et continue de se développer. Moi, je, je suis enthousiaste pour la suite parce que je pense que ces systèmes-là, ben, on va aller de plus en plus vers un système qui va demander le moins de manipulation de la personne. Puis je pense que c'est vers ça qu'on veut s'en aller pour qu'on puisse mettre notre focus sur d'autres aspects de la vie et pas juste sur la glycémie, là. J'aurais une question, moi, vraiment très pointue là, sur la couverture des pompes à insuline parce que actuellement, le gouvernement du Québec a un programme d'accès aux pompes à insuline pour je dirais les jeunes qui avaient moins de 18 ans en 2011 et qui ont été atteints de diabète avant l'âge de 18 ans. Et cette couverture-là se poursuit toute leur vie durant, ce qui est vraiment souhaitable et je suis 100% en accord avec ça. Le problème, c'est que les adultes ou ceux qui sont nés, moi, je suis visiblement né avant 2011, alors je n'ai pas accès à au programme d'accès aux pompes à insuline. Et le coût des pompes à insuline, c'est 7 000 par pompe aux 4-5 ans et environ 4 000 par année aux fournitures. Donc, moi, au début, je dirais que je m'en rendais pas compte parce que dans mon travail, j'avais une assurance collective qui remboursait, qui couvrait les pompes à insuline et les fournitures. Lorsque j'ai arrêté de travailler, ben là, je suis maintenant couvert par la RAMQ, donc non couvert pour les pompes à insuline, ni les fournitures pour la pompe. Le capteur de glycémie, par contre, ça, c'est couvert par la RAMQ ou un programme d'accès là, comme un médicament d'exception. Donc, ça, c'est un plus. Je pense qu'il y a juste un capteur qui est couvert. Peut-être qu'il y en a deux maintenant, je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Dans le Mais, diabète de type 1, il y en a plus qu'un qui est couvert, oui. Il y a deux OK. modèles, en fait. Trois modèles qui sont couverts, oui. OK. Alors, ma question, moi, c'est comment se fait-il qu'on Pourquoi on ils font accepte juste une ça? discrimination sur l'âge du diabétique? C'est, à mon sens, totalement inacceptable, surtout qu'on est, je crois, la seule province, ou enfin dans les rares provinces qui ne couvrent pas les pompes à insuline pour Ouais, tous la les couverture diabétiques de varie beaucoup d'une province à l'autre. C'est vrai qu'au Québec, on a un programme depuis 2011, en fait. Tout jeune, maintenant, depuis 2011, qui a moins de 18 ans, qui aurait eu son diabète, qui débute une pompe à insuline avant l'âge de 18 ans, a sa pompe couverte. Et si, une fois rendu à l'âge adulte, ils continuent à avoir leur pompe, ils continuent à avoir leur pompe couverte. Donc, ils n'ont pas besoin d'être nés avant 2011, mais c'est vraiment en 2011 que le gouvernement a pris la décision de rembourser les pompes pour les enfants. Je suis d'accord avec vous que pour moi, c'est un non-sens parce que on n'est pas nécessairement diagnostiqué avec le diabète de type 1 enfant. On peut l'être adulte. On a avoir des besoins comme adulte aussi. Pourquoi le gouvernement a pris cette décision-là? Pourquoi ils n'ont pas encore changé leur façon de rembourser? J'imagine que c'est l'aspect financier qui rentre aussi en ligne de compte de qu'est-ce que le gouvernement décide de couvrir via la RAMQ. Ils ont fait des études, le gouvernement a demandé une étude qui a été publiée, ça fait-tu déjà 2 ans? Je pense que ça fait près de 2 ans, qui montrait un avis favorable, qui montrait tous les bénéfices des pompes à insuline pour les adultes aussi. Il y avait une évaluation économique qui allait avec ça. Après ça, c'est le gouvernement, quand il regarde tous les médicaments, qu'est-ce qu'ils vont décider de rembourser ou pas. Je pense qu'il faut continuer à militer pour justement demander un accès équitable parce que le bénéfice, on dit souvent on veut un bon contrôle pour éviter les complications plus tard, mais
qu'on soit diagnostiqué à 10 ans, à 16 ans, à 22 ans, à 28 ans, et il reste beaucoup d'années de vie devant nous, d'années de vie qu'on veut de qualité. Puis moi, je serais hautement en faveur d'un accès égalitaire pour tous. On le sait qu'il y a des bénéfices et des bénéfices qui vont au-delà de l'hémoglobine glyquée ou des complications de santé. Puis souvent, quand on fait une analyse, je pense qu'il faut vraiment considérer tous les autres facteurs. Puis peut-être que le gouvernement n'a pas encore réalisé tout ça, mais ça prend des gens qui vont continuer à militer puis qui vont laisser cette demande-là à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a, en fait, écoutez, les maladies à long terme qui peuvent se développer à partir du diabète, c'est important, là, c'est pas négligeable, là. On Ouais. parle de la dialyse, quand les reins cessent de fonctionner. Ça, c'est, j'ai fait des recherches dernièrement et des gens dialysés au Québec, il y en a environ 6 000, je crois, au Québec, et c'est 40 qui sont diabétiques et le tiers sont de type 1. Ouais, Euh, la principale condition qui mène à une insuffisance rénale chronique, c'est le diabète, en fait. Et donc, on sait que les maladies rénales sont assez présentes dans la population, puis le diabète en est une cause directe, en fait. Donc, ça, c'est une des complications. On parle aussi de complications au niveau des yeux. Donc, on parle de ouais, complications au niveau des nerfs. On parle de complications. Il y a différentes complications. Ceux-là sont très spécifiques. Les reins, les nerfs, les yeux, c'est très lié au diabète. Mais on est aussi plus à risque de maladies du cœur, d'hypertension. Et donc, tout ça, c'est tout un fardeau qui va avec le diabète. Puis, c'est un fardeau pour la société aussi. Si vous avez plus de complications, beaucoup plus compliqué d'être un travailleur actif, de contribuer à l'État, tout ça rentre en ligne de compte. Donc, si on est capable d'amener des gens en santé le plus longtemps possible, moi, j'y vois aussi un bénéfice pour la société. Mais je dois avouer que je suis pas dans le secret de comment ils font leurs calculs pour évaluer la plus-value de couvrir un médicament ou pas. Mais moi, je pense qu'une des choses, c'est que je veux m'assurer, puis je pense qu'il faut le dire haut et fort, que les bénéfices des pompes vont au-delà juste de la glycémie au quotidien. Je pense que les impacts positifs sont beaucoup plus larges, en fait. Si ça facilite de faire de l'activité physique, si ça facilite d'être capable d'avoir une saine alimentation, on le sait que l'activité physique, le sommeil, la nutrition, c'est tous des comportements de santé, des habitudes de vie qui sont propices à maintenir une santé à plus long terme. La pompe peut avoir un impact sur les trois. Donc, c'est peut-être pas un lien direct à court terme, c'est un lien à plus long terme, mais il faut penser, je pense, globalement à l'impact positif que les pompes peuvent avoir. il faudrait que quelqu'un se penche sur les impacts financiers Oui. des effets à long terme parce que je pense, moi je suis d'accord pour la qualité de vie, comme vous dites, Anne-Sophie, mais tant qu'on ne prouvera pas à notre ministre des Finances ou à notre ministre de la Santé qu'il y a une économie pour l'ensemble de la société à mieux traiter les diabétiques, à traiter de façon optimale les diabétiques de type 1, on n'y arrivera pas là, parce que de toute évidence, il ne parle que de chiffres. Enfin, je trouve ça déplorable. Puis, on sent, moi, quand j'ai été diagnostiqué diabétique, on me disait, ça va prendre une dizaine d'années. Ça, c'était en 78, 79. On me disait, ça va prendre une dizaine d'années là, pour que ça se règle. Et bon, il y a eu d'autres maladies qui ont surgi depuis ce temps-là et qui ont nécessité vraiment des maladies mortelles, là, très mortelles, comme le sida, qui a nécessité la capacité de recherche de tout le monde. Et tant mieux, tu sais, il fallait faire ça, c'est sûr. Mais là, on est rendu 45 ans plus tard et le pancréas artificiel n'est toujours pas inventé. Enfin, je sais qu'il y en a qui travaillent là-dessus et c'est très difficile.
Enfin, je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a également les fameuses cellules souches qu'on utilise, qu'on prétend pouvoir utiliser pour guérir plusieurs maladies. Il me semble que ça serait la solution idéale. Moi, je suis chercheur, là. Je Il y cherchais en a de sur la les cellules. recherche qui est faite sur les cellules souches, sur les greffes d'îlots, il y a des greffes de pancréas. Il y en a de la recherche, mais la recherche prend aussi du temps, nécessite de l'argent, nécessite d'aller chercher les fonds nécessaires pour faire la recherche. Puis souvent, après ça, ça nécessite aussi des gens qui vont vouloir participer dans la recherche, qui vont être prêts à être précurseurs à tester ces nouvelles thérapie-là. Il y a différents projets en cours en ce moment qui cherchent des participants pour pouvoir tester. Donc, la recherche est un monde aussi qui prend du temps parce qu'on veut la faire de façon éthique. On veut s'assurer qu'on est très respectueux des gens. Oui, on veut les aider, mais on veut pas surutiliser ou exploiter ou mettre des gens à risque. Donc, tout le processus de recherche prend énormément de temps. La recherche de financement prend du temps. Donc, tout l'historique d'un projet de recherche prend du temps. Mais je pense que c'est là où c'est important qu'on discute avec des gens comme vous, avec des gens qui sont capables de nous parler aussi de c'est quoi leurs priorités, leurs besoins, qui sont capables de nous dire aussi comment faire notre recherche pour être capable d'aller chercher le soutien qu'on a besoin de la communauté, des participants. C'est quoi que vous voyez comme plus-value dans la recherche qui va peut-être vous amener à vouloir participer à certains projets plus qu'à d'autres. Et donc, moi, c'est une approche de recherche qu'on prend beaucoup dans mon laboratoire. C'est la recherche axée sur le patient, où on travaille de pair avec des patients partenaires. On s'assoit, on discute des projets. Les patients partenaires sont impliqués dans nos projets, mais parce qu'on veut s'assurer d'avoir une recherche qui répond à des besoins. Puis toutes ces équipes-là qui font des projets sur les cellules souches, on espère qu'ils travaillent le plus. Moi, c'est pas mon domaine de recherche, mais on espère qu'ils travaillent aussi avec des patients pour justement discuter des besoins, discuter des c'est quoi les défis, qu'est-ce qui vous amènerait à vouloir utiliser une thérapie plutôt qu'une autre, pour être sûr qu'on développe des solutions qui sont vraiment qui seraient vraiment utiles, qui auraient un haut niveau d'approbation aussi pour les gens à qui ça devrait bénéficier. Si je me permets juste de jump un petit peu, vous avez parlé de la recherche axée sur le patient, vous avez aussi parlé un petit peu de la recherche que vous faites dans votre labo. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter en 2-3 minutes c'est quoi la recherche que vous faites, puis c'est quoi la recherche axée sur le patient? Oui, bien sûr. Dans mon laboratoire, on travaille beaucoup à chercher des solutions pour en fait, on cherche à mieux comprendre le quotidien des gens qui vivent avec le diabète de type 1 pour essayer de trouver des solutions pour les aider, entre autres, à modifier leurs habitudes de vie ou réussir à adopter des habitudes de vie qui pourraient les aider à prévenir certaines complications à plus long terme, entre autres des complications cardio-métaboliques, où on sait que le rôle des habitudes de vie ont une très grande proportion, prennent une très grande proportion. Un des projets forts sur lesquels on travaille, c'est le projet Better, qui est un programme qu'on a développé avec des patients pour mieux comprendre, en fait, l'état des lieux du diabète de type 1 au Québec, au Canada, et essayer de comprendre justement l'impact que toutes ces nouvelles technologies que les gens peuvent potentiellement avoir accès, c'est quoi l'impact que ça a et comment on est capable de peut-être documenter les effets positifs de la technologie sur toutes les sphères du quotidien des gens qui vivent avec le diabète de type 1. Donc, le projet Better englobe beaucoup de choses, entre autres un registre pan-canadien où les gens qui vivent avec le diabète de type 1 peuvent s'inscrire, déclarer qu'ils vivent avec le diabète de type 1 ou avec le diabète de forme LADA, qui est un diabète un peu comme un diabète de type 1. Donc, c'est vraiment un diabète où il y a une destruction des cellules du pancréas pour produire l'insuline, mais c'est un diabète qui est développé beaucoup plus tardivement dans la vie. Et donc, un petit peu différent, surtout au début, le début du diabète. Donc, on demande aux gens de nous partager leur vécu,
via des questionnaires en ligne, entre autres. Et donc, on a ce registre-là. On a des plateformes d'auto-formation. Mon laboratoire travaille à trouver des solutions pour s'assurer que toute personne, peu importe où elle habite, son niveau de littératie, donc la capacité à comprendre des documents, à suivre de l'éducation, des formations, puisse avoir accès à des formations. Donc, on a développé des plateformes de formation en ligne pour les gens qui vivent avec le diabète de type 1, des adultes. On est allé aussi adapter ces plateformes-là pour les jeunes, donc les besoins plus spécifiques des adolescents, jeunes adultes. Et on a aussi adapté ces plateformes-là pour s'assurer que tout professionnel de la santé pourrait aussi avoir accès à de la formation à jour, entre autres en lien avec les nouvelles technologies. Et donc, si on n'est pas suivi nécessairement par une grosse équipe de diabète, que le médecin de famille ou la nutritionniste puisse aussi avoir accès à des ressources. Et donc, on cherche à trouver les meilleures façons de faire de l'éducation et de la formation en ligne avec une vue vraiment que c'est pas juste la personne qui vit avec le diabète, mais c'est vraiment tout le réseau autour d'elle qui devrait avoir accès à cette formation-là. On a des projets où on regarde vraiment le rôle de la technologie, comment c'est en train de peut-être changer les habitudes alimentaires des gens qui vivent avec le diabète de type 1. Donc, différents types de projets, mais qu'on fait avec des patients. Donc, la recherche axée sur le patient, c'est vraiment de considérer les besoins des gens qui vivent avec la condition, de discuter de nos projets avec eux, d'établir nos priorités, de travailler avec eux sur c'est quoi les meilleures façons peut-être de répondre à leurs questions, de s'assurer qu'on puisse redonner l'information, donc aussi de communiquer les résultats de la science aux gens qui vivent avec le diabète, entre autres, dans mon cas à moi. Et donc, c'est vraiment un partenariat où on est tous assis autour de la table sur un pied d'égalité. Donc, l'idée, c'est d'amener des professionnels de la santé, des décideurs, des chercheurs, des gens qui vivent avec les conditions à se parler et à considérer vraiment sur un même pied l'opinion de chacun sur comment faire une recherche qui va avoir un impact pour la personne. Est-ce que ça a répondu à ta question, Myriam? Oui. J'allais dire peut-être un autre dossier qui est plus près de la nutrition, là, qui était votre domaine de spécialité initiale, Anne-Sophie. C'est concernant les étiquettes alimentaires. Il y a eu toute une discussion à l'automne. Moi, les étiquettes alimentaires, là, je ne vivrais pas sans ça. Comprenez-vous que les glucides sont toujours indiqués, les fibres. Ça facilite la vie, hein, quand il y a une étiquette. Ben, c'est essentiel, c'est pas facilité, là. Comment veux-tu, sur un mets préparé, calculer les glucides toi-même? C'est impossible. Il faut que ce soit calculé par quelqu'un. Et il y a eu des discussions cet automne sur est-ce qu'on ne devrait pas modifier les étiquettes alimentaires pour changer certains paramètres. Bon, je me souviens plus quel paramètre semblait être moins nécessaire au public, mais puis là, il y a quelque chose qui avait été dit comme la précision des pourcentages ou de différents éléments sur les étiquettes alimentaires, c'était de l'ordre de 20 20 c'est pas assez précis pour un diabétique. Un diabétique, là, on demande d'être précis à 5 sur l'évaluation des glucides, pas à 20 Donc, moi, si les étiquettes sont précises à 20 sur les glucides, je fais souvent des erreurs. Je fais l'erreur de 20 C'est le taux qui est acceptable, en fait, sur tous les règlements sur l'étiquetage alimentaire. Là, je suis pas une pro de l'étiquetage, mais je vais vous exprimer ma compréhension. C'est vrai qu'on accepte 20 d'erreur sur les étiquettes, donc plus ou moins 20 du chiffre qui est là. Et c'est fait étant donné, en fait, ça a été établi comme une norme qui était acceptable, étant donné qu'il y a une variabilité dans les ingrédients même au départ. Et donc, on n'arrivera jamais à un chiffre complètement précis parce que les différents ingrédients peuvent avoir une certaine variabilité en fonction de la saison, en fonction de certains paramètres. Et donc, on n'est jamais capable d'être totalement précis et
ce qui a été accepté, c'est une erreur de plus ou moins 20%. Sur certains chiffres, ça ne fait pas une grosse différence. Sur des chiffres comme des glucides, où on peut avoir 40, 50, 70 grammes de glucides dans une portion préparée, 20%, c'est quand même une différence un peu plus grande. Quand on parle de 0,3 grammes de protéines, parce qu'il n'y a pratiquement pas de protéines, le 20% rendu là, il ne nous dit rien dès qu'on est sur les petits chiffres. Mais je comprends très bien que dans le cas des glucides, qui est vraiment le macronutriment de prédilection dans le diabète, le premier qu'on regarde, c'est toujours les glucides. Ça peut avoir l'air d'être une grosse erreur. Après ça, il faut se demander, est-ce que la précision qu'on essaye d'aller chercher avec les glucides, on a besoin d'être aussi précis? Tout le monde a des besoins un peu différents. Des gens qui sont très, très sensibles, puis que vraiment quelques différences de grammes de glucides va jouer beaucoup sur la quantité d'insuline qui devrait s'injecter. Il y en a d'autres qui sont plus résistants. L'erreur aurait probablement un impact un peu moins grand. Puis c'est là où je pense que les technologies comme vous utilisez permet aussi de corriger cette erreur-là qui va rester. On ne pourra jamais être à un chiffre où on sait qu'on est à 100% de fiabilité du nombre de glucides. Et après ça, il y a aussi la variabilité entre, si on prend un mets préparé, là, vous prenez des biscuits, pépites de chocolat, le mélange, s'il n'y a pas eu répartition parfaite de la brisure de chocolat entre chaque morceau, c'est là où ils permettent aussi ce petit écart entre la valeur sur l'étiquette puis ce qu'on consomme réellement. Donc, c'est là où je pense, ce que j'allais dire, c'est que je pense que les technologies que vous avez avec une pompe qui permet d'ajuster aux besoins plus facilement si on se rend compte qu'il y a eu une erreur dans le calcul ou il y a eu une erreur dans ce qu'on a réellement consommé, va aider. Mais c'est très frustrant, je comprends. Vous vous fiez aux étiquettes, c'est beaucoup plus simple quand on a une étiquette, puis juste de savoir que quand on calcule quelque chose, ben 1/5 de ce qu'on a calculé, c'est peut-être pas vrai, puis qu'on se donne peut-être trop d'insuline, puis on est à risque de faire une hypoglycémie, ou on s'en donne pas assez, on est en hyperglycémie, on se sent pas confortable, on est fatigué. On n'aime pas ça. C'est pour ça que oui, on se fie aux étiquettes, mais on essaie d'encourager les gens aussi à essayer de bien saisir aussi des autres sources de glucides dans leur alimentation. Il y a des mets qui sont plus difficiles ou des fruits frais ou idéalement, on voudrait que les gens les pèsent pour avoir une réelle indication. Mais encore là, un fruit, selon comment il est mûr, ou il va avoir aussi une variabilité dans la disponibilité, si on veut, des glucides ou l'impact que ça va avoir sur la glycémie. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je pense que comme nutritionniste, on a aussi un rôle à jouer pour rassurer les gens qu'ils font de leur mieux. Puis malheureusement, oui, le système de l'étiquetage en arrière ne peut pas les aider davantage à ce niveau-là, mais qu'il faut vivre avec un certain degré d'erreur. C'est fâchant, je le sais, mais ça serait vraiment difficile de permettre moins d'erreurs, en fait. Oui, je comprends. Et aussi, lorsqu'on fait un repas, on cumule de plusieurs sources. Donc, on peut prendre une étiquette sur un élément, une autre étiquette alimentaire sur un autre élément et tout ça. On les additionne et toutes les erreurs ne vont pas dans le même sens. Donc, c'est possible que les glucides, l'excès de glucides d'un par rapport à l'étiquetage viennent compenser un déficit de glucides sur un autre aliment dans le même repas. Mais effectivement, comme vous dites, en se fiant aux étiquettes, pour moi, ça fonctionne. Mais il faut dire que des fois, on calcule, on pense bien calculer, et puis je me retrouve en hyper ou en hypo après le repas. Et c'est probablement dû à un de ces phénomènes là, de décalage par rapport du décompte des glucides par rapport à la réalité. Là, et vous le savez aussi, le moment où vous injectez votre insuline rapide pour le repas va jouer aussi. Est-ce qu'on l'a vraiment injecté avant, au moment, quelques bouchées plus tard?
même dans un repas, il y a ce qu'on mange, il y a Oui. la durée du repas, il y a tout ce qui est autre que des glucides dans le repas qui aussi a un impact, la grosseur du repas. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Fait qu'on demande, oui, de porter une attention sur les glucides, mais on sait que ça réglera pas tout malgré ça. Puis je pense vraiment comme nutritionniste, faut s'assurer de pas culpabiliser, sur la précision tout le Mmh. temps la plus exacte. Je pense qu'il faut se laisser il y a une marge d'erreur. Oui, 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 c'est bien sûr. Un autre, une question, je dirais, corollaire à celle-là, c'est que j'avais une amie restauratrice, je lui demandais pourquoi elle n'affichait pas les valeurs nutritives sur les menus. Bon, on en trouve dans toutes les fast-foods, on peut trouver sur Internet des valeurs nutritives. Moi, quand je vais dans un fast-food, je vérifie Mmh. les valeurs nutritives et je suis même capable, à l'occasion de manger une frite, ce qui est une catastrophe pour un diabétique, manger des frites, parce que ça monte la glycémie en flèche. Mais quand c'est bien mesuré, puis c'est bien dosé, mais j'en fais pas chaque semaine. Donc, Ouais. non, mais c'est pas Un souhaitable, défi mais pour les restaurateurs parce que les grandes chaînes standardisent beaucoup, oui, les fast-food, là, les chaînes de restauration rapide standardisent beaucoup. C'est probablement beaucoup plus facile pour eux, puis ils ont probablement davantage de moyens financiers de faire les analyses qu'ils ont besoin pour savoir exactement. Dépendant des restaurants, mais il y a des coûts reliés à l'analyse, de ce qu'on fait, puis le moindrement qu'il y a des variations dans les recettes ou s'ils savent qu'ils changent leur fournisseur souvent, il peut avoir encore là des c'est vrai que je peux imaginer, le fardeau que certains restaurateurs auraient, s'ils devaient mettre, les valeurs nutritives sur tout, mais là, vous parlez aussi du défi de quand on va au restaurant parce que les s'il y a une filles. valeur, c'est une chose, sinon, il faut poser des questions, il faut estimer grossièrement. Des fois, on va vouloir être un peu plus prudent parce qu'on n'est pas trop sûr de comment ça a été préparé. Donc c'est un défi, les restaurants, ça reste une estimation encore plus grossière que tout ce que vous faites Exact. dans votre quotidien à la maison. Exact, Et exact. Les restaurants, c'est ce qu'il y a de plus difficile et depuis depuis que je suis à la retraite, ben, je vais beaucoup moins au restaurant et je dois dire que ça améliore beaucoup la gestion du diabète. C'est fou à dire, mais les restaurants, surtout les sauces, faut toujours demander la sauce à côté parce que la sauce, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. On ne sait pas comment c'est fait. On ne ouais. sait pas, on ne sait pas. C'est pas que les sucres, hein, la farine, c'est les fritures, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de glucides et tout. C'est pas que le sucre, là. Non, C'est ben, c'est ça. Les glucides, ça inclut beaucoup de choses, des oui, sucres libres, oui, puis c'est pour ça que souvent on disait: «Ah ben non, mais tu as le diabète, faut que tu arrêtes les sucreries, faut que tu arrêtes le jus, faut que tu» puis là, on pense juste sucre, 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 mais les glucides, c'est plus large que ça inclut toutes les sources d'amidon, donc il y en a beaucoup. Puis les fritures, souvent, ben, c'est des fritures faites sur des aliments qui ont de l'amidon à l'intérieur, donc puis quand on rajoute du gras qui va avoir un impact aussi sur la digestion, l'impact sur la glycémie, on le voit. Il a été mesuré, puis souvent, on voit des hyperglycémies après des repas beaucoup plus riches en gras. oui. Donc, dès qu'on a de la friture, ben ça, oui, ça a un impact. Puis c'est pas nécessairement parce que les glucides n'ont pas été bien calculés, c'est vraiment l'ensemble du repas. Oui, oui, exact. Puis souvent, je fais la blague avec quand les gens découvrent que je suis diabétique ou quand ça tombe sur le sujet, je dis dans un étalage de dépanneur, tu regarderas un sac de chips, la quantité de glucides, tu sais, ce qui est réputé être salé, et une tablette de chocolat, la quantité de glucides, tu vas être surpris de voir comment c'est pareil. Oui, C'est oui, tout fou. à fait. Donc, c'est pas le goût sucré dont on parle uniquement. Puis quand on regarde une étiquette, justement, c'est le chiffre, c'est les glucides qu'on veut regarder, c'est pas le sucre. Oui, c'est ça. Puis les fibres aussi, parce que les Oui. fibres, on n'a pas besoin d'en tenir compte, donc il faut les déduire. Mais écoutez, ça fait pas mal le tour des principales questions que j'avais notées. Moi, je suis très content de. D'ailleurs, je fais partie du projet Better, là. J'ai rempli le sondage et tout ça. Mais je me sens un peu loin tu sais, j'ai eu l'impression à lire que évidemment, ça se passe à Montréal, hein. C'est plus qu'à Québec, je crois. Mais Moi, je en fait, suis de la région de j'ai Québec. j'ai des très bons collaborateurs du projet Better qui sont à Québec.
Ah oui, OK. Oui, ben c'est sûr que moi, physiquement, je suis à Montréal. Mon collègue, Dr. Abaza est à Montréal aussi, mais Dr. Gagnon à Québec est une très proche collaboratrice du projet Better. On a Dr. Issetta aussi, un psychiatre qui fait de la recherche, entre autres, sur le diabète de type 1 aussi, qui est un proche collaborateur qui est à Québec. On essaye d'être un peu partout. On essaye, mais c'est sûr que le Canada est grand. Le Québec est grand, le Canada est encore plus grand, donc on essaye de se rapprocher le plus possible. Les réseaux sociaux sont une façon on sait qu'on n'a pas le même contact via un écran qu'en personne, mais on va continuer à essayer d'aller rejoindre les gens le plus possible. Puis si vous voulez vous impliquer en recherche puis discuter avec des équipes de recherche, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça peut être avec le projet Better, entre autres. Si c'est pas avec nous directement, ça peut être d'autres équipes de recherche qui sont peut-être plus proches physiquement de où vous êtes. Puis ça va nous faire plaisir peut-être d'être un entremetteur ici. Oui, oui. Parce que moi, Ben, j'encourage les chercheurs à parler hmm. avec leur public cible. Oui, c'est ça. Je voulais pas faire une critique négative, là, mais ce que j'ai regardé, c'est que la participation des gens quand il y avait des consultations, comme vous mentionniez tantôt, là, auprès des diabétiques, À Montréal, hein? c'était à Montréal, ouais, c'est ça. Alors, à Québec, j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a, là, mais moi, je n'étais pas au courant. Enfin, s'il y en a, je vais essayer d'être plus aux aguets, tiens. Mais j'espère qu'avec tu sais, notre compréhension maintenant des outils pour faire des Zooms, des vidéoconférences, je pense que c'est une façon de se reconnecter malgré la distance, là. On est clairement pas à côté aujourd'hui, mais on est capable de se parler, là. Fait que, ben, moi, je vais garder votre nom en tête. Puis on pourra avoir d'autres discussions. Puis moi, j'adore avoir des discussions sur la nutrition. Puis je vois tout à fait votre intérêt. Donc, je pense qu'on pourra poursuivre ça en dehors Absolument. de cet appel-là. Absolument. Vous pouvez compter sur moi. Pouvez-vous peut-être nous parler un petit peu, parce que là, on parle de l'implication du patient ou du citoyen dans la recherche aussi, puis un des termes qu'on répète beaucoup, c'est le terme patient partenaire. Pouvez-vous nous dire un petit peu, ça veut dire quoi en fait un patient partenaire? Ça fait quoi? C'est quoi leur rôle? Et peut-être leur implication dans le projet Better, par exemple. Oui, tout à fait. Mais le Canada est assez précurseur dans la recherche axée sur le patient puis d'impliquer des patients partenaires en recherche. Mais comme je le disais un peu plus tôt, avoir un patient partenaire, c'est vraiment d'avoir une personne qui a un vécu avec une condition. Dans mon cas, à moi, c'est des gens qui vivent avec le diabète de type 1 et c'est de travailler avec eux étroitement dans l'équipe de recherche, des inclure comme on inclut des décideurs, comme on essaie de parler avec les gens à qui la recherche va bénéficier et pour qui la recherche est faite en bout de ligne. Et donc, dans le projet Better, on a en fait, on a 2 groupes de patients partenaires parce on vit avec la dualité des langues canadiennes. Donc, on a un groupe de patients partenaires francophones, un groupe de patients partenaires anglophones. Dans le projet Better, c'est des gens qui sont assis autour de la table depuis le tout premier jour. Il y avait eu une demande de financement pour un programme de recherche axé sur le patient dans le diabète et nous, on s'est dit pourquoi pas. On a fait une lettre d'intention. On a dit on va créer un programme pour aider à réduire les risques de santé, de problèmes cardio-métaboliques. Et ça, c'était notre demande rapidement qu'on avait faite de lettre d'intention. Et quand on nous a dit ben, votre lettre d'intention, elle passe, maintenant, donnez-nous un vrai projet. Puis on a fait OK, on n'avait pas bien fait les choses depuis le début. On ne s'est pas assis avec les patients. Donc, on a amené des gens qui vivaient avec le diabète de type 1 à la table avec nous, avec aussi des professionnels de la santé, des médecins, kinésiologues, nutritionnistes, infirmières, des gens qui sont plus décideurs dans le milieu de la santé. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de notre idée? Puis ils nous ont dit, elle est belle, mais ce n'est pas notre priorité. Puis ils nous ont dit, vous savez, le quotidien, les hypoglycémies au quotidien restent un lourd fardeau pour la personne qui vit avec le diabète de type 1. Puis justement, il y a plein de nouvelles technologies, puis on n'a pas l'impression que tout ça est bien compris. Alors, on a réécrit notre demande pour focusser beaucoup plus sur comprendre l'expérience des gens avec le diabète de type 1, entre autres par rapport à l'hypoglycémie et aux technologies. Et donc, c'est là où les patients partenaires ont un rôle clé pour s'assurer de la pertinence
des approches qu'on va prendre. On travaille beaucoup avec nos patients partenaires sur les façons de communiquer la science pour que les résultats aillent parler pour ce que nous, on apprend, ben, ça puisse aider les gens qui vivent avec le diabète, mais que ça puisse aider aussi les professionnels de la santé, les autres chercheurs, puis qu'on puisse bâtir de l'évidence pour avoir des soins cliniques qui sont le plus basés sur des évidences. Puis ça inclut l'expérience des gens qui vivent avec la condition. Donc, c'était une très grande réponse. J'ai peut-être été un peu longue, mais c'est de travailler main dans la main avec les gens qui vivent avec cette condition-là au quotidien. Non, c'était parfait comme réponse. C'est correct. Oui. Moi, j'ai pas. En fait, j'ai deux autres petites questions, mais qui sont pas très prioritaires. Si, Monsieur Guettant, vous avez quelque chose à ajouter ou un petit Non, moi, mot. je pense qu'on a fait le tour je serais content de cette rencontre-là. J'ai Mais moi, encore appris des choses sur le diabète. je On pense qu'il apprend faut tout le être temps. optimiste, Gaëtan. Je pense qu'il faut se dire qu'on va continuer à militer puis amener des évidences sur les bienfaits des pompes, des systèmes hybrides où le capteur de glycémie parle à la pompe. Je pense que la technologie qui s'est développée dans les dernières années puis qui continue à se développer, puis je sais que vous en êtes un ardent militant, là, mais je pense qu'on a besoin de gens comme vous pour aller. On va continuer à vous amener les évidences par la science. On a besoin aussi des gens qui sont capables de nous en parler, des bénéfices concrets qu'ils ont. Je pense que si on est capable d'avoir ce genre de discussion-là plus souvent pour éveiller d'autres personnes, que oui, il faut faire changer des choses. On veut des soins équitables pour tous. Et donc, je pense que moi, là, si je retiens quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. Peut-être, Myriam, j'aurais une question encore pour Anne-Sophie. Absolument. Est-ce que le projet Better pourrait donner son avis au gouvernement? Est-ce qu'elle a déjà eu l'occasion de donner son avis au ministre de la Santé concernant l'importance des pompes à insuline? Le projet Better, pas comme tel, mais via les membres qui font partie du groupe Better. En fait, le projet Better parle avec l'INES. L'INES, c'est l'organisme qui recommande au gouvernement. Donc, l'INES est un partenaire depuis les tout débuts avec qui on a développé le projet. Puis en fait, on a plusieurs membres du groupe, des chercheurs du groupe Better qui sont aussi sur le Conseil professionnel de Diabète Québec et via des associations comme Diabète Québec ont eu une certaine voix vers le ministère de la Santé. Et on espère qu'on va avoir l'opportunité de leur expliquer. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est le plus possible des activités de transfert de connaissances pour être sûr que tout le monde réalise en fait les bénéfices quand on en montre, ou des fois, c'est pas juste des bénéfices, là, mais bien qu'ils comprennent la situation par rapport à l'utilisation des technologies, à l'impact que ça a sur le niveau socio-économique, donc d'avoir accès à ces technologies-là en fonction du socio-économique, du statut socio-économique des gens. Le projet Better peut amener des informations à ce regard-là. Puis oui, on travaille pour que le gouvernement puisse prendre acte de ce que Better a démontré et continuera à démontrer. Ben, merci beaucoup. Puis continuez votre bon travail. Vous aussi. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Je vais demander à Anne-Sophie deux questions rapides comme ça. Une des questions, c'était à quoi attribuez-vous votre succès en recherche? Quoi j'attribue mon succès? Je pense que, c'est difficile. Je pense que je sais m'entourer de gens motivants, motivés, qui travaillent avec moi dans la même direction. C'est un travail d'équipe, la recherche. Je pense que j'ai toujours réussi à avoir des équipes qui avaient le même but, puis à travailler tous ensemble, ça nous a permis d'avancer. Je pense que d'avoir une écoute sur la réalité des patients, ma recherche a parti de là et j'ai toujours senti que la recherche que je faisais avait un impact pour les gens,
et je pense que ça m'a aidé à garder ma motivation, à garder l'intérêt puis à vouloir toujours en faire un peu plus. Donc je pense que c'est ça, s'entourer de gens motivés, motivants, qui veulent apprendre, qui sont altruistes, qui veulent aider les autres, ça fait avancer. Voilà. Et la deuxième question, qui est votre idole académique? Une idole académique? Ah! Dure question. Heu, Comme nutritionniste, j'étais bien impressionnée de certaines professeurs que j'avais eues quand j'étais au baccalauréat, de voir que leur recherche était pionnière dans leur milieu, et qui étaient capables d'avoir un impact sur la profession. Puis là, je pense entre autres à Marielle Ledoux, qui était nutritionniste, qui était professeure et directrice de l'école de nutrition du département de nutrition à l'Université de Montréal quand j'étais étudiante. Je trouvais que l'impact que sa recherche avait, l'impact que sa compréhension, du rôle des diététistes a joué un grand rôle, en fait, pour la profession. Donc ça, c'est des idoles académiques, mais j'ai eu plein de mentors qui m'ont beaucoup inspirée. Puis j'ai été, choyée, en fait, avec, mon directeur de thèse, ma directrice de postdoctorat, avec qui, docteur Kaberi Dasgupta à McGill. Kaberi m'a ouvert les yeux sur la recherche axée sur le patient. Kaberi a été une personne qui dit tout le temps: «OK, on a découvert ça, so what? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? Comment on peut aller avoir un impact? Comment on s'assure de bien faire rayonner?» Toute sa recherche est toujours de dire: «OK, on a observé ce problème-là, trouvons une solution.» Donc, on avait fait une étude pour établir le rôle de s'il y avait un impact de la stigmatisation dans le diabète. Puis quand on a vu les réponses, on dit: «On ne peut pas en rester là.» Elle dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait? On applique sur du financement, on teste une autre idée.» Puis c'est là on a développé un autre réseau pour les jeunes. Il y avait toujours la position stagnante qui n'existe pas. On ne veut pas juste démontrer qu'il y a quelque chose, il faut amener une solution à ça. Donc, Kaberi est définitivement quelqu'un que j'apprécie hautement. Parfait, merci beaucoup pour avoir répondu. C'est des questions quand même rapides comme ça. Mais c'est ça, on a fini notre épisode. Si vous avez des petits messages à passer ou quelque chose à ajouter, sinon... Ah oui. Désolée, j'aurais juste une petite dernière question pour finir. On a parlé beaucoup des patients partenaires et comment eux, ils ont un rôle pour contribuer à la recherche, mais est-ce qu'il y a aussi des actions qui pourraient être faites par les citoyens qui ne sont pas forcément patients partenaires pour aider à avancer la recherche? Là, tu parles à moi? Ah oui. Ben, je pense que oui, puis je pense que même, via le CMDO puis son action citoyenne, je pense qu'on a besoin de gens qui soutiennent, en fait, la recherche, qui démontrent l'importance qui s'impliquent. Puis on veut aussi cultiver la recherche au Québec, au Canada. Ça passe par justement des actions avec les citoyens qui vont parents de la relève, qui vont parler à nos jeunes, qui va s'assurer qu'on a une relève dans tout ça. C'est que je pense que oui, il y a des projets de recherche très concrets, mais il y a des groupes, des groupes qui peuvent aider aussi. Puis voyons, des demandes comme le remboursement des pompes. Moi, je pense que les citoyens ont un grand rôle à jouer pour défendre leurs intérêts, puis aller travailler avec les chercheurs pour monter et démontrer certains de leurs revendications. Pourquoi pas? C'est que oui, le patient citoyen ou citoyen, je ne sais pas comment tu l'appelles encore, mais je pense que oui, ça a un rôle. Ça existe, si je peux me permettre. Il y a l'Association québécoise des diabétiques de type 1 qui a été mise sur pied ces dernières années. Et Sophie Saint-Pierre, qui est la présidente et porte-parole, enfin, c'est elle qui a monté ce groupe-là, beaucoup axé sur diminuer la charge mentale des diabétiques
Et elle a un parcours assez difficile avec le diabète, selon son récit. Et je l'ai rencontrée à quelques reprises et continue de militer auprès du gouvernement pour justement étendre le programme des pompes à tous les adultes. Il y a également une coalition pour mettre fin à la discrimination sur le programme d'accès aux pompes. Eux autres sont vraiment très impliqués actuellement et ils écrivent à tout. Mais c'est des gens, ça, motivés. Et si vous cherchez des citoyens diabétiques de type 1, allez puiser dans ces ressources-là parce que c'est des gens très, très motivés qui vont embarquer à pieds joints dans vos idées ou enfin quand ça correspond à leurs besoins. Oui. Mais donc, ça existe et on essaie, moi je suis un peu membre d'à peu près toutes, là, et j'essaie toujours de ramener ça avec eux aussi, c'est l'idée générale. Il faut arriver à tout mettre ça ensemble si on veut augmenter l'efficacité de nos actions. Alors, ça existe. Gagnant-gagnant. Oui, ben, c'est ce qu'il faut faire. Il faut penser comme ça. Et tout ça, c'est parallèle à Diabète Québec, c'est parallèle voyons, Diavi, donc, pour lequel je suis sur le conseil d'administration. Alors, ça existe, ces choses-là. J'ai oublié une question dans ma liste de questions, puis c'était sur les fameux low carb. J'ai rencontré des gens qui prennent, c'est quoi dans les modes 6-6-12 en carb par Moins de repas. 20 grammes par jour, hein? C'est fou, là. C'est complètement fou. Il m'a montré ses résultats d'hémoglobine glyquée. Il est bien dans votre set, là. C'est complètement fou. Ça a l'air vraiment à marcher. Et le type en question court des marathons. Chercher l'erreur, moi, je n'arrive pas. Il m'a envoyé le livre d'un médecin américain là-dessus qui défend cette méthode-là. Et puis, qui la défend dans le sens, puis fait la promotion de cette méthode-là. Et faut que je le lise, là, parce que je trouve ça vraiment impressionnant. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a des risques à ça. C'est contraire à à la principale notion que si tu ne manges pas 40 grammes par repas, c'est ton cerveau qui va écoper. Il semble que ce soit pas vrai. Le cerveau se nourrit quand même puis arrive à fonctionner, mais c'est vrai que toute la science, quand on parle d'une saine alimentation, il y a un balancement entre les différents macronutriments qui dit, ben, tu as besoin d'un peu plus de glucides pour avoir toutes les vitamines, les minéraux aussi que tu as besoin pour avoir suffisamment de fibres. Quand tu descends en bas de 20 grammes de glucides, des fois, très difficile d'aller chercher les fibres que tu as besoin. Puis ça, c'est pour la santé intestinale aussi. Puis faut toujours regarder très largement, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs études observationnelles, entre autres, qui ont démontré que les gens qui avaient décidé de suivre un régime alimentaire très faible en glucides avaient des glycémies assez stables. Par contre, l'impact sur les complications, l'acidocétose, est-ce qu'il y a des risques d'acidocétose à certains cas si jamais il n'y a vraiment pas d'insuline qui est injectée, puis pour avoir des symptômes qui sont masqués. Même chose si on a un régime faible, très, très, très faible en glucides. Si jamais on s'injecte du glucagon, est-ce que le glucagon va aussi bien fonctionner? Le glucagon, c'est en fait le traitement si jamais quelqu'un a un taux de sucre tellement bas qui tombe inconscient. Là-dessus, on a encore on a une absence d'informations. Donc, le côté sécuritaire, il n'est pas complètement là, mais par contre, on sait qu'il y a des gens qui ont décidé de le suivre. Tant qu'ils le suivent, il y a beaucoup de gens qui ont démontré des belles glycémies, mais c'est un défi aussi. Il y a des effets secondaires à diminuer les glucides. Pas tout le monde qui est confortable avec ça non plus. Idéalement, ce qu'on veut, c'est que les gens en parlent avec leur équipe de soins, pas faire ça dans leur coin parce que, comme tu disais, si on n'arrive pas à aller chercher toutes nos vitamines, nos minéraux, il y a peut-être besoin d'avoir une prise de suppléments, l'impact sur la santé osseuse. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Moi, ce que je vous dirais, c'est étudiez-la, regardez-la. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pas pour vous, mais parlez-en avec votre équipe de soins. Faites-le pas tout seul. Non, c'est ça. Mais moi,
c'est probablement pas pour moi. Je ne me lancerai pas là-dedans parce qu'il disait, enfin, on est en train de prolonger la rencontre. Est-ce que ça va, Myriam? Est-ce qu'on peut dire encore? Si on peut wrap up dans peut-être 4-5 minutes. Mais au pire, on peut continuer cette discussion-là après. Oui, je pense qu'on peut vraiment faire un autre épisode carrément sur le low carb puis la gestion de ça aussi. Oui, ça serait intéressant. Est-ce que vous en faites un suivi, Anne-Sophie, j'ai eu une demande du groupe Better pour faire une présentation, un webinaire, en fait, sur les diètes faibles en glucides. Ça devrait être au mois d'avril. Moi, c'est par curiosité, je trouve ça impressionnant. On pourra continuer cette discussion-là, oui. Oui, absolument. Super. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode dédié au diabète de type 1. Aujourd'hui, nous avons appris sur comment les pompes à insuline et les nouvelles technologies peuvent révolutionner la gestion du diabète de type 1 et les défis qui persistent liés à l'accès aux soins. Nous avons également vu l'importance de la recherche continue et comment vous, en tant que citoyen ou peut-être patient partenaire, pouvez vous impliquer pour aider à faire avancer la recherche. Partagez-nous vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Santé sans détour. Donc, c'est ce qui m'a fait à notre épisode du mois. On espère que cette discussion-là a permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et par courriel pour nous faire part de ce qui vous a le plus marqué, pour nous donner votre avis sur le balado ou, si ça vous intéresse, de participer à une discussion. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions qui touchent à la recherche sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète ou l'obésité. On va trouver l'expert ou l'experte qui va être en mesure de mieux vous répondre. On se voit le mois prochain pour le prochain épisode de Santé sans détour.